Bonjour à tous. Voilà donc des nouvelles de la guerre en Ukraine. Je commence par les négociations de paix, parce qu'on peut être optimiste malgré tout. Alors les négociations de paix se poursuivent à Miami entre le conseiller principal de Trump, Steve Wynkoch, et l'Ukrainien Andriy Natov, et parallèlement avec le représentant de Poutine, Kirill Dmitriev, sans que l'on connaisse quelque avancée que ce soit. Enfin, ce n'est pas public, hein, toujours est-il. Le président Zelensky a réaffirmé vouloir organiser des élections dans la mesure où surviendrait un cessez-le-feu, parce que tout simplement organiser des élections sous les bombes, tous les jours il tombe des missiles sur l'ensemble de l'Ukraine, donc c'est pas réalisable, tout simplement. Pour le moment, les hostilités se poursuivent, hein. Les forces ukrainiennes ont bombardé par drone deux Sukhoi 27 en Crimée et un Sukhoi 31 entre le 19 et 20 décembre dans la presqu'île de Crimée, hein, comme je vous le disais, tout comme un à deux S-400 et S-300. Alors, c'est de la défense aérienne, hein, ce sont les S-400, S-300, ce sont des unités avec des lanceurs et des radars qui coûtent fort cher, hein. Donc, leur perte est importante pour la Russie. Je crois qu'ils en ont perdu près de 60% depuis le début de la guerre, hein. Donc, ils en avaient beaucoup, hein, énormément, hein. Mais ils en ont encore beaucoup. Près de 40%, ça représente infiniment plus que ce que peut aligner, par exemple, la France, hein. Mais toujours est-il qu'ils en perdent des quantités. Et l'essentiel de ces unités de défense aérienne sont autour de Moscou ou sur certains ports. Et puis ensuite, ils sont dispatchés sur les différents fronts, hein, pour éviter que les avions ukrainiens se fassent plaisir à bombarder les unités russes. Mais le jour où il n'y en aura plus que 15%, par exemple, ça fera des très 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 gros trous, hein, dans la raquette, quoi. Alors, un patrouilleur russe a également été endommagé en mer Caspienne à l'aide de FP2, des drones de longue portée. Et avant cette attaque là, sur ce bateau, il y avait également eu des attaques sur des plateformes pétrolières et donc gazières en mer Caspienne. Donc c'est un très gros inconvénient pour la production de pétrole et de gaz russe, parce que c'est avec ça qu'ils financent la guerre. Là, pas uniquement la mer Caspienne, hein, mais sur l'ensemble du territoire russe, qui est immense et qui a de grandes ressources. C'est grâce à ces ressources-là que la guerre est possible. Même avec 40% de budget militaire voué à l'armée, il faut quand même un minimum de ressources. D'autant plus que le pétrole maintenant, ils ne le vendent plus à 70 euros donc le baril, mais plus qu'à 30 euros ou 35 euros, je crois. Donc leurs ressources diminuent malgré tout, hein. Donc le fait, en plus de les bombarder, ça diminue ces capacités-là. Alors, donc, pour ce qui est du front, attaques et contre-attaques se succèdent dans la région de Soumy, au nord de l'Ukraine. Au nord-ouest de la ville de Soumy, les troupes russes du 1er régiment motorisé seraient tombées en embuscade et subi de lourdes pertes près de Basalivka. Il semble que près de Kharkiv, donc plus à l'est de Soumy, c'est au nord aussi, hein, les éléments du 60e régiment de parachutistes russes, hein, rencontrent de grandes difficultés face aux drones, peut-être dû à l'arrivée en masse des drones sans pilote, semble-t-il mus par l'intelligence artificielle. Certains commentateurs prétendent que les pertes russes représentent, depuis le mois de décembre, un tiers par ce mode d'attaque, jusqu'à 500 pertes au jour, tués ou blessés, sur l'ensemble du front. Ce qui est considérable, hein, ce qui est considérable, et puis c'est surtout une mutation du mode de combat qui est incroyable. Il faut regarder ça de près, c'est très étonnant et surtout très inquiétant.
Des 2 côtés, parce que généralement, lorsque, un camp découvre un fonctionnement, l'autre essaie de l'acquérir, hein. Ça a été le cas pour pas pour les drones, de base, hein, les drones lancés par GPS, hein, tout simplement. Par exemple, hein, au tout début de la guerre. À Kupiansk, dans le nord-est, hein, les Ukrainiens, prennent du terrain et encerclent une partie des troupes russes. Quelques centaines, très certainement, hein. Elles ont notamment avancé sur l'axe Kupiansk-Tchougouiv, dans le centre-ville, même si les Russes se contre-attaquent en plusieurs points. Alors, à Konstantinivka, les Russes progressent, alors c'est plus au sud, hein, par groupe de 2 à 3 fantassins à l'abri du brouillard ou des chutes de neige. Et certains blogueurs prétendent que ces hommes sont déjà dans la gare de la ville. Dans le Donbass, encore plus au sud, mais c'est vraiment l'est de l'Ukraine, le Donbass, hein, la ville de Pokrovsk reçoit la plus grande partie de la bataille, avec la ville jumelle, hein, de Minorad. À Minorad, d'ailleurs, les Ukrainiens reculent, car leurs axes de ravitaillement sont sous le feu constant des drones russes, et les bombardiers, les Sukhoi 34, bombardent intensément Minorad. Donc les Ukrainiens n'ont pas trouvé la solution encore pour se prémunir contre ces avions qui tirent à peu près à 70 km de distance du front, avec des bombes planantes allant de 1000 kg à 5000. Alors ça fait des explosions considérables et énormément de destruction. Donc grâce à ça, ils parviennent à bien avancer, les Russes, hein. Notamment grâce à ça, mais c'est un atout considérable. Donc il faudrait beaucoup plus d'avions comme les F-16, les Mirage, et un jour les Gripen ou Rafale, pour éloigner ces avions, pour les abattre, hein, dans un premier temps, et ensuite faire qu'ils n'aient plus envie de revenir. Mais pour l'instant, ils ont cette possibilité-là, hein. Donc une possibilité de destruction considérable. Alors ces bombardements, que ce soit en drone, éventuellement aussi en bombardier, mettent en péril les positions des dronistes ukrainiens. Et les dronistes, c'est un atout majeur pour les Ukrainiens. Dans le sud, les Russes ont progressé dans le centre alors c'est beaucoup plus au sud, hein, de Dobropia et de Varvarivka, et même à Uliapol, où un assaut mécanisé a été tout de même repoussé. Donc il n'y avait pas trop de chars, je crois, c'était essentiellement des blindés légers, quoi. Alors, proche du Dniepr, hein, dans la région de Kherson, quoi, hein. Ah non, c'est pas Kherson, là. Non, c'est proche de la ville de Zaporizhia. Les combats sont fréquents, mais les positions bougent peu, en fait, hein. Donc il y a beaucoup de combats, mais sans que les Russes prennent l'ascendant, ni que les Ukrainiens les repoussent considérablement. Dans la région de Kherson, là, les Russes tentent des attaques à hauteur du pont d'Antonivsky. Donc c'est un pont, hein, c'est un pont qui enjambe tout le Dniepr, à un endroit où il est proche de son estuaire, et où il était considérable, parce qu'il y a également le barrage qui avait été, il y a quelques années, donc pendant la guerre, hein, c'est 2023, hein, il a été détruit par les Russes, avait constitué donc une catastrophe considérable au niveau écologique, et même des quartiers entiers de Kherson avaient été inondés, et puis même sur la partie russe, c'est-à-dire donc la rive gauche, même les troupes russes avaient été complètement inondées, noyées même. Et donc c'était une parade pour éviter donc que les Ukrainiens ne traversent le Dniepr et progressent, quoi, hein. Et de ce fait, le pont lui aussi avait été donc détruit par les Russes. Donc il reste des structures, et ça reste un enjeu malgré tout stratégique. Voilà, donc d'autre part, de graves pénuries, même pour les militaires, au niveau des carburants, ont lieu en Crimée du fait du bombardement fréquent de FP1 et FP2 sur les zones de stockage et sur les raffineries. Les frappes russes sur l'infrastructure ukrainienne, sur l'ensemble du territoire,
de Lviv à Kiev, en passant enfin, toutes les grandes villes russes, même Kharkiv. Alors tout ça se poursuit à des rythmes inégaux. Et des fois, il y a des tirs de 500 ou 600 drones, et puis d'autres jours, c'est 80 drones. Plus un certain nombre, 2 ou 3 Iskander, ou quelquefois plusieurs dizaines. Voilà. Sur l'ensemble des sources d'énergie, sur les ponts, les infrastructures, même les dépôts humanitaires, enfin, tout ce qu'ils peuvent tirer, et plus souvent beaucoup de résidences de civils, hein, pour chasser les Ukrainiens de leur territoire. Voilà en gros les nouvelles en français sur l'Ukraine. Et puis souhaitons tous qu'un jour il y ait un cessez-le-feu et peut-être une paix. À très bientôt.